Bonjour tout le monde, je m'appelle Imed Limayem, je suis expert en nucléaire chez Capgemini Invent. Dans le cadre de nos études prospectives sur l'usage du nucléaire, nous avons préparé un papier sur l'usage du nucléaire pour le spatial. Ce papier-là décrit quels sont les cas d'usage qu'on peut utiliser dans le spatial qui utilise la technologie nucléaire. Nous avons la chance, le privilège d'avoir Grégoire Lambert de Framatome qui va venir nous donner des éclairages sur ce type de cas d'usage dans l'industrie nucléaire et nous donner aussi quels sont les cas d'usage là dont on parle pour ce type de technologie. Grégoire, du coup, merci d'être venu. Je te laisse nous présenter et du coup nous donner ces éclairages sur les cas d'usage. Bonjour Imed déjà. Merci beaucoup pour m'inviter et puis pour m'avoir fait participer à ce papier et félicitations pour le papier qui va sortir là ou qui est en train de sortir. Donc le sujet du nucléaire spatial, c'est vrai qu'aujourd'hui il est vraiment, c'est vraiment un sujet du jour. De grands programmes. D'un côté, on a les Américains avec le programme Artemis, comme tu le sais, et puis de l'autre côté, le programme chinois avec le projet lunaire côté chinois. On est retombé aujourd'hui, après les années 60 et après les années de conquête lunaire et le premier pas sur la Lune, on retrouve une conquête de l'exploration spatiale. Et cette fois-ci avec deux principaux objectifs que tu as pu retracer. D'abord, retourner sur la Lune, mais cette fois-ci, pas juste atterrir sur la Lune. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une base permanente sur la Lune. Et le deuxième objectif, qui est toujours un objectif rêvé, c'est de pouvoir avoir un premier équipage qui irait vers Mars. Et ces deux grands objectifs, en tout cas, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, ils arrivent à la même conclusion, c'est que le nucléaire est une énergie qui va devoir être utilisée et qui est indispensable pour atteindre ces objectifs. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, si pour revenir au cas d'usage, d'abord pour aller sur la Lune, ce qu'il faut savoir, et tu as pu le dire, c'est que la nuit lunaire dure 14 jours terrestres. Et pendant une nuit lunaire, la température descend jusqu'à moins 150 degrés. Et donc, aucune instrumentation, aucun contrôle-commande peut tenir à ces températures durant cette durée. Et donc, forcément, il faut trouver un moyen pour fournir de l'électricité, mais indépendamment du soleil. Et puis, deuxième grand cas d'usage pour atteindre ensuite ces objectifs, c'est pour aller vers Mars. Si on veut avoir un trajet réduit, et donc pour protéger au maximum nos astronautes, et donc réduire le temps de trajet, il est démontré aujourd'hui que cette énergie nucléaire pourrait réduire de 2 à 3 fois le trajet, et donc passer de 9 mois à 3 mois. Pour parler des technologies, et rapidement, comme tu le sais, en fait, le nucléaire spatial, c'est pas nouveau. C'est depuis les années 60, il y a un procédé et un système qui existe qui s'appelle les RPS ou piles radioisotopiques qui utilisent la décroissance des radioisotopes. Et donc ça, c'est utilisé depuis les années 60. C'est ça qui a accompagné Apollo. C'est ça qui a permis aussi à des rovers comme Curiosity d'atterrir sur Mars. À Framatome, on a décidé depuis 2023, on a décidé en 2023 de lancer la marque Framatome Space avec le constat suivant, c'est que il fallait qu'on accompagne le secteur spatial pour réussir à atteindre ses objectifs. Et forcément, quand on parle de nucléaire, ça nous parle. Et donc, on a proposé à cette époque de mettre à disposition nos compétences, l'ensemble des compétences qu'on a dans le groupe Framatome, au service de ces objectifs et de co-construire les solutions. Et aujourd'hui, en tant que responsable de Framatome Space, je gère et je dirige toutes ces opérations et ces développements. Merci beaucoup Grégoire, c'est très passionnant ces développements-là et cet éclairage-là sur les différents cas d'usage. Si je prends un cas d'usage bien particulier dont tu as parlé, les générateurs radioéléments, est-ce que tu penses que, alors c'est une technologie qui a été utilisée, elle a été développée dans le passé et tout, est-ce que dans la tendance actuelle, est-ce que tu vois une évolution, une rupture technologique dans ce type de technologie-là pour permettre des cas d'usage peut-être plus importants, des missions peut-être plus ambitieuses, des durées de génération d'électricité plus longues, des volumes de production de ces générateurs-là qui soient plus importants. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution technologique qui arrive dans ce domaine-là ? Alors sur les radioisotope power systems, donc sur les piles radioisotopiques, on le sait, c'est utilisé depuis les années 60. C'est utilisé depuis les années 60, donc on pourrait se dire tout existe. Et ça a été utilisé, donc il y a rien à faire. Et c'était aussi notre idée au départ. Ce qu'on a vu, c'est que cette technologie n'était pas
à disposition déjà de tout le monde. Cette technologie a été développée principalement aux États-Unis et puis avec aussi une capacité qui commence en Chine et dans quelques autres pays. Notre constat, ça a été de voir en tout cas qu'en Europe, on n'avait déjà pas cette capacité de fabriquer et de créer ces piles radioisotopiques. Alors quand on parle des piles radioisotopiques, c'est des petits instruments mais qui utilisent des radioisotopes et qui vont fournir entre 100 et 1000 watts maximum, donc on parle de petite puissance. Donc notre avis aujourd'hui, avant de développer beaucoup les piles radioisotopiques, c'est déjà d'en avoir à disposition en Europe. Et donc il y a un programme en Europe qui s'appelle le programme Endure et qui est vraiment, l'objectif c'est de développer cette capacité européenne à avoir des piles radioisotopiques ou des réchauffeurs radioisotopiques. Et donc on travaille, nous, en tant que Framatome, sur cette capacité et sur le développement avec l'université de Leicester et Perpetual Atomics, sur le développement d'une pile et sur pouvoir justement la fabriquer dans les prochaines années. Et c'est ça qui devrait alimenter déjà, en premier lieu, les missions de l'European Space Agency et en particulier les missions vers la Lune ou vers Mars. Pour développer alors ces piles, il faut comprendre que c'est pas si simple et il y a toute une supply chain à créer et c'est là plutôt l'enjeu. C'est de réussir à avoir une supply chain qui fournit en même temps la matière, les radioisotopes, et qui fournit le système, mais aussi qui fournit l'ensemble de l'environnement et l'environnement réglementaire autour. Donc ça sera le premier enjeu. Ensuite, après, pour parler des nouveaux développements, l'objectif c'est de pousser à avoir plus de puissance et de pouvoir fournir plus de puissance avec ces piles. Donc, on sait que globalement, il y a plusieurs radioisotopes qui peuvent être utilisés, donc soit du plutonium-238, soit de l'américium-241 avec différentes capacités, mais surtout il faut travailler sur la conversion d'électricité. Et donc aujourd'hui, en particulier notre partenaire et d'autres travaillent sur de nouvelles conversions d'électricité qui permettent d'avoir de nouveaux rendements et de monter jusqu'à ce kilowatt ou un petit peu plus qui pourrait être atteint, mais on restera dans des puissances raisonnables. Effectivement, merci beaucoup pour cet éclairage, pour cette technologie effectivement très passionnante qui est du coup qui est en cours de développement avec des améliorations continues. Si on prend le cas, par exemple, on entend de plus en plus parler d'utilisation des réacteurs nucléaires pour des bases lunaires ou peut-être martiennes. Est-ce que tu penses que c'est un sujet stratégique qui mérite une attention particulière au niveau de l'Europe, au niveau et ainsi de suite? Et est-ce que tu vois une technologie assez mature pour pouvoir répondre à ce cas d'usage-là, avoir une petite centrale nucléaire sur une base martienne ou une base lunaire? On a parlé des radioisotope power systems, donc des piles radioisotopiques. J'insiste encore, c'est quand même la vraie première base à avoir et c'est ça qui assurera, si on parle de mobilité sur la Lune, qui permettra d'avoir de l'autonomie en termes de déplacement sur la Lune ou en termes de travail sur la Lune. Comme je vous l'ai dit, et comme je te l'ai dit, MED, c'est quelques centaines de watts. Et donc, ça ne permet pas d'alimenter. Et quand on voit qu'on veut alimenter une base permanente, il faut plus. Donc, la NASA, aujourd'hui, ce que dit la NASA, c'est qu'il faut à peu près 10 kilowatts par astronaute sur la Lune. Et ils envisagent d'avoir déjà un premier équipage de 4 astronautes. Et donc, on est à 40 kilowatts. 40 kilowatts, c'est évidemment plus que le 1 kilowatt qui est apporté par les radioisotope power systems, donc c'est une limite, mais c'est beaucoup moins qu'un EPR, et donc c'est 40 000 fois moins qu'un EPR. Donc on parle là, la solution, et on parle, comme tu l'as dit, de petits réacteurs ou de micro-modular réacteurs MMR. Et donc on est vraiment dans cette gamme-là, dont on parle aussi côté terrestre, parfois, mais on est dans des très petits réacteurs. Il faut savoir que 40 kW, c'est quelques habitations sur Terre. Quand on parle de la technologie de ces réacteurs, donc déjà, il faut regarder sur un temps plus long. Il va falloir regarder sur des développements plus longs parce que, évidemment, on parle de composants beaucoup plus lourds à embarquer. Et donc, on est tout de suite dans plusieurs tonnes à embarquer. Et donc, il y a une complexité déjà d'envoyer ces équipements vers la Lune, mais pas que. Parce que quand ils arrivent sur la Lune, ils doivent être mis en place et être intégrés dans une architecture complète. Et donc, là encore, quand on parle de design et de réacteurs, ça s'intègre dans tout un système
qui est beaucoup plus long à se mettre en place. Donc là, on parle, même s'il y a des velléités d'aller beaucoup plus vite, et on en parle beaucoup aux États-Unis, ça va prendre quelques années, voire une dizaine d'années ou un peu plus. Alors, l'objectif reste le même. Il reste cet objectif d'aller mettre un mini-réacteur sur la Lune. Donc cet objectif, il est clairement porté par les États-Unis dans le programme Artemis, il est clairement porté par la Chine, avec des développements avec la Russie. Et ces réacteurs, donc il y a eu des programmes, et il y a en cours des programmes de développement de ces réacteurs, principalement aux États-Unis. La NASA a lancé des développements. Les développements se basent sur des réacteurs à haute température qui sont analogues à certains réacteurs SMR, MMR, qu'on peut voir en développement sur Terre, mais avec beaucoup de spécificités, évidemment, pour l'espace, et en particulier en termes de refroidissement. Il y a eu d'abord des projets sur 1 kW, donc des tout petits réacteurs, et puis aujourd'hui, maintenant, la NASA s'oriente vers des projets vers 40 kW, voire 100 kW électriques, et avec une volonté de lancer ces réacteurs début des années 30. En Europe, il y a peu de projets en cours. En revanche, il y a des initiatives, évidemment. Nous avons une initiative côté Framatome, où nous avons commencé à regarder des premières visions d'un réacteur 40 kW. Ça nous permet aussi, en tant que Framatome, de monter en compétence sur des exigences spécifiques qui sont les exigences spatiales. Mais aussi, ça nous permet de démontrer le fait qu'on peut intégrer une chaîne de valeur globale pour aller faire ces réacteurs. Il y a le CEA aussi qui regarde de son côté une capacité ou des types de réacteurs, mais on converge tous, en tout cas tous les modèles et tous les designs qui sont proposés, convergent vers des réacteurs à haute température et avec différents moyens de conversion d'énergie et de refroidissement. Très intéressant, effectivement. Je pense que les réacteurs à très haute température sont peut-être la technologie qui va permettre justement d'avoir ces petits réacteurs sur les bases lunaires et peut-être un jour sur les bases martiennes. Mais tous ces développements-là, en fait, ils demandent quelque part beaucoup d'efforts, parfois des efforts institutionnels qui viennent des États et ainsi de suite. Et effectivement, on voit beaucoup de développement aux États-Unis, en Chine, et un peu en Europe, tel que tu l'as dit, avec Framatome qui joue un rôle important. Ma question, Grégoire, maintenant, quelles sont les conditions pour avoir un écosystème industriel en Europe qui émerge avec plusieurs acteurs industriels, des flux financiers et ainsi de suite, pour développer cette filière-là et permettre à l'Europe d'avoir quelque part de rattraper, si je peux dire comme ça, ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Et comment tu vois le rôle de Framatome dans cet écosystème industriel que j'espère qu'il va se développer dans les années à venir? Tout ce qu'on a pu lancer, et c'était aussi l'objectif de Framatome Space, c'était d'essayer de réunir l'ensemble des compétences. Donc on mettait à disposition nos compétences nucléaires en disant qu'on n'était pas capable et il n'y avait pas de produits sur étagère. Mais d'un autre côté, on a tiré les compétences spatiales pour essayer d'échanger et de créer justement cet écosystème nécessaire pour faire et pour définir un produit et puis pour le développer. C'était bien l'objectif de Framatome Space. Donc, deux types de coopération pour moi, deux types de coopération qui sont très importantes. D'abord, entre le nucléaire et le spatial. On ne sait pas faire, nous, aujourd'hui, seuls, des réacteurs qui intégreraient une architecture lunaire spatiale avec l'ensemble des contraintes spatiales. Et c'est pour ça qu'on discute depuis le début, même avant de lancer la marque, avec l'ensemble des acteurs spatiaux, aussi bien français qu'européens. Et après, deuxième coopération nécessaire, au vu des investissements qui seraient nécessaires, et aussi pour prendre aussi le pli d'intégrer ça dans l'exploration spatiale portée par l'European Space Agency, c'est une coopération internationale européenne. Et ça, le spatial avec l'European Space Agency ont l'habitude de créer ces coopérations. Le nucléaire, nous avons un peu moins l'habitude on est beaucoup plus souverain et on est plutôt pays par pays. Et donc, on a aussi beaucoup à apprendre de cette industrie, de savoir comment on arrive à protéger, rendre un produit ou une brique technologie souveraine, mais ensuite assembler l'ensemble de ces briques pour créer un produit qui servirait ensemble le monde du spatial et l'exploration spatiale et atteindre pour l'Europe cette capacité à aller aussi apporter une brique essentielle, la brique énergétique, dans la conquête spatiale, dans l'exploration spatiale et dans l'exploration lunaire. Donc on l'a perçu très vite
au sein de Framatome. Et d'ailleurs, quand on a voulu aussi développer Framatome sur le sujet, on a bien vu qu'il fallait travailler pays par pays, convaincre pays par pays, convaincre en France de l'intérêt et de la capacité de la France à apporter son savoir-faire et des briques technologiques. Nous travaillons aussi en particulier, et on a signé il y a quelques jours un contrat pour l'European Space Agency, mais en Angleterre, avec nos équipes anglaises et avec nos partenaires anglais, et avec en particulier les designers justement sur les piles radioisotopiques. Donc on voit bien que là aussi une brique pourra venir de l'Angleterre. On a aussi signé avec l'Italie un accord de coopération, en particulier avec Enea, pour travailler cette fois-ci sur une brique qui est très spécifique, qui est la brique combustible, et des briques matériaux pour adresser justement un produit qui pourrait être développé en Italie. Et on a beaucoup de discussions en Allemagne sur ce sujet-là, avec la vraie volonté, même en Allemagne, de participer à cette aventure. Et donc, en tant que Framatome, et avec cette capacité internationale et aussi européenne, Framatome Space a l'objectif d'agréger l'ensemble de ses compétences, d'abord entre le nucléaire et le spatial, mais aussi entre les différents pays, et de voir quelle serait la meilleure chaîne de valeur, la meilleure supply chain, qui permettrait d'arriver et de proposer, en tout cas en Europe, un projet agrégé et commun qui permettrait justement de pouvoir faire aboutir ce projet au plus haut niveau. C'est parfait, hein, on voit vraiment, on commence à sentir cette filière-là qui commence à émerger en France, et le rôle très important que va jouer Framatome au niveau européen, en agrégeant les compétences et ainsi de suite, avec cette stratégie-là progressive. Et en tout cas, c'est un éclairage très intéressant qui rassure aussi vis-à-vis de l'émergence d'une filière au niveau européen, et qui va être à la rencontre entre deux filières d'excellence, le spatial et puis le nucléaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant et du coup très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Grégoire pour tous ces éclairages-là, les zooms technologiques qu'on a pu faire, la prise de hauteur stratégique aussi pour voir où est-ce qu'on va, comment cette filière va émerger. J'invite tous ceux qui aimeraient savoir un peu plus sur les cas d'usage et surtout, par exemple, pour le cas d'usage de propulsion nucléaire spatiale, de regarder le point de vue. Je pense qu'il va être émis sur Internet, il sera visible, et je retiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce cas d'usage-là. Et encore, merci beaucoup Grégoire pour cette interview. Merci beaucoup Imed, à bientôt.